Lise Gomis aime raconter des histoires, journaliste, réalisatrice, chroniqueuse pour Radio Nova. Elle a plusieurs cordes à son arc. À 37 ans, elle puise sa créativité dans ses racines africaines. Ses parents sont bissau-guinéens. La vie de la famille s'est construite en France. Dans quelques semaines, vous pourrez découvrir sa nouvelle série documentaire Africa Riding. Interlude pour celle qui est aussi membre du Conseil pour l'Afrique, fondé par le président Macron. On regarde un extrait de son documentaire et on la retrouve juste après. Je m'appelle Biban Dominique, je vis au Ghana, je suis gabonaise. J'ai bientôt 30 ans, j'ai une fille de 14 ans. Je suis entrepreneur, féministe, activiste, rappeuse, danseuse, skateuse, déesse, dieu, africaine, citoyenne du monde. Dès que je sors de mon portail là, je m'apprête déjà là parce que voilà, ça va regarder de partout. Les enfants regardent, oh, skating, oh, skateboard. Je suis même pas ghanéenne, mais je suis la seule skateuse ghanéenne au Ghana. J'ai commencé le skateboard en 2017. En Afrique, c'est carrément contre nature d'être une femme et de faire du skateboard. Tu peux pas faire du skateboard en talons. Si tu es dans un pays conservateur où les femmes ne sont pas censées mettre des pantalons, déjà, tu es out. Tu ne feras jamais de skateboard. Bonsoir Lise Gomis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Africa Riding, c'est l'histoire de 8 jeunes qui bousculent l'ordre social par le biais des sports de glisse. Qu'est-ce qui les amène à vouloir changer les choses ? Eh bien, c'est leur condition en fait du quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans une culture avec des principes bien établis et eux, ils ne trouvent pas leur place en fait dans cet ordre bien établi et ils ont envie un peu de bousculer les choses parce qu'effectivement, ce sont des jeunes qui sont connectés au Japon, aux États-Unis, à la France, aux autres pays africains et ils ont envie aussi de construire une nouvelle identité beaucoup plus globale, je dirais. Et donc, c'est pour ça que ces jeunes-là se poussent tous les jours les limites dans ces sports. Et ce sont des portraits qu'on ne voit pas assez, comme Dominique qui s'assume. Exactement, le portrait de Dominique là qu'on vient de voir, c'est complètement atypique. Moi, je me reconnais dans son portrait. À l'époque, j'avais la tête rasée au Sénégal et c'était un vrai problème. On me demandait mais pourquoi tu as la tête rasée? C'est pour les garçons, les femmes ne devraient pas avoir la tête rasée. Et elle est confrontée au même problème parce qu'elle fait du skate, parce qu'elle a les cheveux en pétard comme elle le dit et elle se dit j'ai quand même ma place. Pourquoi je devrais faire comme tout le monde? Je suis Dominique Biban et je vais assumer ce que je suis au quotidien et c'est vrai que le skate l'aide à faire ça. Alors vous n'avez eu de cesse d'être connecté au continent tout au long de votre carrière. Vous formez notamment des jeunes reporters au Burkina Faso. En quoi cette jeunesse africaine diverse vous enrichit, vous? Bien, quelque part, c'est un peu c'est un point de convergence avec ce que je suis. C'est-à-dire que moi, je suis née en France. Mes parents sont d'origine bissau-guinéenne. J'ai des cousins qui sont au Sénégal, en Guinée-Bissau, un peu partout. Et c'est comme si, quelque part, il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que quand on est né en France, dès l'école, on nous dit il va falloir être français, il faut parler le français correctement, il faut être bon à l'école. Et entre guillemets, il faut un peu effacer d'où vous venez. Et moi, ces jeunes-là, quand je les vois, en fait, je me dis mais j'étais exactement comme eux. Simplement, on est sur deux continents complètement différents. Voilà pourquoi je suis connectée à eux, parce que je me dis, aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, l'Internet et tous les moyens de communication, pourquoi est-ce qu'on ne relierait pas les points, tout simplement? Alors, vous le disiez, vous êtes né en France. Vous vous souvenez de votre premier voyage sur le continent? Mon premier voyage, c'était avec l'école. Alors, c'est ça qui est paradoxal, parce que le billet coûte vraiment cher pour aller en Guinée-Bissau, et en plus, avec tous les remous politiques qu'il y a pu y avoir, c'était pas forcément simple de voyager là-bas. Et donc, j'y suis allée avec l'école pour faire un documentaire, justement, pour savoir si le mythe de Kunta Kinte était, si c'était mythe ou réalité. Donc on est allé à Djoufouré en Gambie, retracer l'histoire de cet esclave dont on connaît l'histoire par ce film Roots. Et donc voilà, on était toute une session de 30 élèves à la recherche des racines de Kunta Kinte à Djoufouré en Gambie. Et à 20 ans, quand on arrive en Gambie, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, le premier choc, c'est que je suis arrivée en Gambie et puis il y avait des Mandjaks. Moi, je suis de l'ethnie Mandjak et d'entendre du Mandjak
partout, pour moi, c'était très bizarre. Parce que pour moi, le mandjak, c'était à la maison, c'était dans la cellule familiale. Et là, j'arrivais dans un pays où, à la fois, ils parlaient mandjak et anglais. Donc, pour moi, c'était complètement hallucinant. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, eh bien, j'ai retrouvé mes parents et j'ai retrouvé tous ces récits qu'on m'avait racontés depuis ma plus tendre enfance. Justement, vos parents qui sont bissau-guinéens, qu'est-ce qu'ils vous racontaient de leur pays quand vous étiez enfant? Alors, quand on était enfant, ce qui est très particulier avec les Bissau-Guinéens, en tout cas avec les Mandjaks, c'est que nous, on est dans le culte des ancêtres. Donc, c'est quelque chose qu'on doit respecter, c'est quelque chose qui est sacré. On perpétue quand même toutes ces coutumes ici en France. Mais il y avait une espèce de mystère autour de ça. Ce qui est bien que nous, quand on était jeunes, comme on était nés en France et qu'on n'avait pas cette connexion, c'était un peu le monde interdit ou des fois qui pouvait faire peur. Donc, on avait ces histoires-là d'une part, et de l'autre, on avait ces histoires de quand mon père allait au jardin avec les femmes, les histoires de quand la première fois qu'il a vu un homme blanc avec ses frères et qu'ils ont couru dans la forêt parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà, c'était ces histoires-là qu'il nous racontait. Et comment ils ont fait le pont entre vous, qui êtes française, et leurs origines africaines? Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où moi je suis la dernière de la famille et je suis arrivée beaucoup plus tard. Donc mes frères et sœurs, eux ont vraiment plongé dans la culture africaine puisque mes parents venaient d'arriver. Moi j'arrive en 1980, entre guillemets, mes parents ils sont français. Donc si vous voulez, le lien que j'ai eu avec l'Afrique, il était beaucoup plus distendu que celui de mes frères et sœurs. Donc ce qui s'est passé, c'est, comme pour beaucoup de gens, hein, c'est à travers, bien comme je vous disais tout à l'heure, les coutumes, la nourriture, ce genre de choses et le langage, puisque ma mère, ma mère nous parlait et nous parle toujours d'ailleurs en mandjak et nous on lui répondait en français. Voilà comment le lien s'est établi en fait. Et comment vous est venue l'idée de travailler sur le continent? Alors c'est très bizarre, c'est que moi j'ai perdu mon père en 2005 et donc on a rapatrié son corps en Guinée-Bissau au village et c'est là que j'ai eu ma première vraie claque entre guillemets et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait à la fois les récits de mon père, les enseignements, tous ces principes de vie. J'ai compris qui il était et qui j'étais en arrivant là-bas et c'est comme ça qu'en fait le déclic est arrivé. Vous avez compris l'héritage qu'il vous a laissé en fait. Exactement. Alors vous avez aussi travaillé sur la place des femmes noires dans une mise en scène, Images, a Dancing Tribute to Nina Simone. C'est bien ça. Alors votre cousine danseuse a interprété ce solo. C'est un peu l'histoire de la famille qui rejaillit dans ce spectacle? Quelque part, oui, je pense. Alors, c'est d'abord notre histoire à Antoinette Gomis, donc la danseuse, ma cousine et moi-même, parce qu'on était des filles noires et c'était compliqué de trouver sa place dans ce monde, enfin, dans ce pays, finalement. Elle, dans la danse, parce que parfois, on lui a dit « Ah ben non, mais t'es trop noire, tu peux pas faire ce clip ou tu ne pourras pas avoir ce rôle. » Et moi, en tant que journaliste, de me retrouver dans des rédactions où j'étais parfois la seule. Donc, c'est vrai que quand on a eu cette idée, on s'est dit « Mais en fait... » toutes ces histoires-là se rejoignent. Alors, on vient de champs différents, moi le journalisme et elle la danse. Et au final, on a les mêmes histoires à raconter et c'est comme ça qu'on en est venu à faire ce spectacle. Et c'était aussi un hommage à votre maman, une figure imposante de la famille qui n'a pas eu forcément une vie facile en tant que femme de ménage. Exactement. Et pour sa mère, c'est exactement le même schéma. Et pourtant, ces femmes-là, c'était des femmes fortes. Elles ont élevé, dans mon cas, 5 enfants. Et les 5 enfants, entre guillemets, ça filait droit. Elles contrôlaient nos devoirs alors qu'elles savaient ni lire ni écrire. Et je peux vous assurer que les devoirs, ils étaient faits à la fin. Et on lui mentait même pas tellement elle savait nous driver, entre guillemets. Alors, depuis septembre 2017, vous êtes membre du Conseil pour l'Afrique, fondé par le président Macron. Pourquoi vous avez accepté cette mission? Alors, j'avais déjà répondu sur ce plateau. Pourquoi j'ai accepté cette mission? Parce que je me suis dit justement, ça fait 37 ans que je questionne toutes ces questions sur la place des Noirs en France, sur la place des femmes noires en France, sur la place des immigrés en France. Et là, on vient me chercher et on me dit, il y a un nouveau président et il est prêt à vous entendre là-dessus. Je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée, donc bingo, on va y aller. Et je vais surtout tester, savoir si c'est du flan ou pas. Donc, est-ce qu'il va vraiment nous écouter sur ces questions? Et effectivement, depuis le mois de septembre, moi, je travaille plus sur les questions culturelles. Et c'est vrai que je reviens toujours sur le social parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, c'est un combat de tous les jours et c'est pas simple, mais on y arrive. Et vous pensez que vos recommandations seront entendues? Certaines ont été entendues. On continue de travailler. Lesquelles, par exemple? Mais
Mais par exemple, cette saison Afrique 2020 qu'on est en train de mettre en place, alors c'est pas une saison culturelle de l'Afrique ou une saison culturelle africaine. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit la convergence de connaissances, que ce soit du partage. On n'est pas parti sur un événement folklorique ou un cirque, pas du tout. Elle aura plutôt un caractère scientifique, je dirais, cette saison. Et donc, on veut absolument qu'à la fois l'éducation soit impliquée, on veut absolument qu'il y ait de la transmission par rapport à cette saison, que ce soit pas juste un événement élitiste pour une certaine frange de la population qui a déjà les armes pour comprendre ça. Non, et cette fois-ci, ce sera un événement qui sera produit par des acteurs africains dans le cadre d'institutions françaises. Et comme je disais et comme j'aime à dire, on va vous montrer ce que c'est que de travailler à l'africaine. On va redéfinir cette expression. Qu'est-ce que vous voulez montrer justement à travers ces cultures africaines ? Qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est pas tant les cultures, c'est-à-dire qu'on a envie de raconter notre histoire nous-mêmes. Donc la commissaire générale Ngone Fall s'est entourée de spécialistes. Pour le coup, ils sont africains, ils vivent en Afrique, ils vivent cette réalité. Et ce sont eux qui, entre guillemets, vont faire les ponts. Voilà, les ponts entre les gens. Et effectivement, on ne peut pas se permettre à chaque fois d'avoir un regard français qui se pose sur l'Afrique et qui raconte sa propre histoire. Non. Donc cette fois-ci, l'idée c'est, on part de l'Afrique, ce sont les acteurs africains qui raconteront leur histoire, et aux Français et aux institutions françaises, de les accueillir et de les laisser parler, laisser la place. Et vous pensez que le potentiel est encore trop sous-estimé, le potentiel africain dans des pays comme la France ? Évidemment, pour moi, il est plus que sous-estimé. Et on le voit aujourd'hui, parce qu'avec le nombre d'associations, le nombre de mouvements qui poussent, on se dit bien que tous ces gens-là, effectivement, il y avait des gens qui travaillaient et qui ont toujours travaillé, toujours œuvré pour faire avancer les choses. Simplement, moi, quand je vois mes grands frères, effectivement, ils n'avaient pas les mêmes outils pour pouvoir s'exprimer et entre guillemets, lutter. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire entendre en 2 temps 3 mouvements. Avec tout ça, on a un peu plus de puissance. Et puis aussi, on a une jeunesse qui a tiré les enseignements de ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, nous, on est français. Donc, on n'a plus peur de le dire et de le clamer. Oui, on est français. Et donc, on va apporter notre contribution à ce pays, tout simplement. Quand je vous entends, vous devriez faire de la politique, Lise Gomis. Eh bien non. Moi, je préfère raconter des histoires. Je préfère aller rencontrer les gens, les filmer, se confier et voilà, et les guider et leur donner le micro pour qu'ils s'expriment eux-mêmes. Moi, je suis juste un passe-plat, je dirais. Merci beaucoup, Lise Gomis. Votre série Africa Riding sera diffusée à partir de septembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure sur TV5 Monde.